Je m'appelle Daniel Fletcher et je fais partie de la compagnie Infinite Island Power, Île Infinie. C'est une entreprise de clean tech, développement durable. On fait des smart grids pour relier les énergies renouvelables avec le grid en commun. Et il y a l'introduction du stockage d'énergie aussi qui représente un changement de notre façon d'alimenter nos vies et nos industries. Notre motif comme entreprise, c'est d'amener des technologies avec une meilleure efficacité énergétique dans le marché, avec des rentabilités pour les utilisateurs, mais aussi avec un mandat pour diminuer les émissions nocives, toxiques, reliées aux combustions de hydrocarbures. On utilise les hydrocarbures dans notre travail, c'est nécessaire. Quand on a besoin de beaucoup d'énergie dans une période courte, ça veut dire que la meilleure façon d'aller chercher ça, c'est avec des hydrocarbures. Mais on ne veut pas utiliser, on ne veut pas servir du diesel, surtout dans les marchés éloignés, car le diesel coûte très cher. Dans le nord de Québec, tu peux payer 10 $ le litre pour le diesel. Alors, c'est polluant, c'est importé, c'est cher. C'est difficile à travailler dans des conditions très froides aussi. Alors, il y a beaucoup d'éléments pour le clean tech d'avancer dans la société et dans l'économie. C'est très important qu'il y ait des bénéfices pour les utilisateurs. On ne veut pas que ça soit implanté sur le monde, on veut que ça soit tiré par le marché. Et ça, c'est un des thèmes sur lesquels j'aimerais toucher, c'est qu'on ne peut pas contrôler le timing du marché. Et si on a une technologie son chemin dans le marché va être déterminé par la rentabilité et le timing. Et le système est très correct. S'il y a une technologie, s'il y a une rentabilité, s'il y a une bonne mise en marché, un bon offre, une bonne qualité, un bon service, les entreprises vont partir. Mais on a perdu un peu l'habitude d'avoir les visions de produits futurs et d'investir dans le temps et le développement nécessaire à cultiver ses capacités. Et surtout, si le timing de marché s'éloigne de la réalité, il y a des victimes technologiques dans ce cas. Alors, l'exemple que j'aimerais présenter, c'est que les années 90, je vais donner peut-être un peu d'historique premièrement. J'ai terminé une université en économique et politique. C'était un technologiste. Je faisais partie d'une compagnie de purification d'air. On éliminait des contaminants dans les systèmes de distribution d'aliments frais pour éviter l'usage de post-harvest fungicides. Il y avait, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est le citron. Il y a le citron partout dans nos nourritures et nos aliments. Et il y avait 7 fongicides utilisés pour amener ça au marché, comme quoi que ça ne mûrissait pas avec les moisissures. 5 de ces éléments étaient annulés à cause d'une toxicité sévère, des liens avec le cancer. Et les 2 qui restaient, il y avait des résistances qui battaient les organismes vers ces éléments. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un traitement d'air de facilité pour enlever les contaminants et aussi les gaz qui causent le mûrissement de produits frais. Alors, ça, c'était un projet, finalement, on a fait un deal avec Sunkist, qui était notre client le plus important. Mais moi, je me trouvais vraiment dans le champ avec une nouvelle technologie et qui présentait une solution qui était dans la face de quelqu'un qui contrôlait un marché très important. Ça, les compagnies de chimie faisaient beaucoup d'argent avec leurs produits. Et, on a fait des ententes avec eux, mais on était nouveau, on avait une offre qui était rentable, on a eu un succès avec ça.
Mais il y avait beaucoup de défis de mettre ça dans le champ et de survivre avec tous ces éléments. Après ça, notre équipe de cœur, on a amené notre propriété, notre technologie. C'était vraiment des plasmas qu'on utilisait pour la purification d'air. Et on disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça qui pourrait être intéressant dans une autre application? Ça, c'est du chimie gaseuse. Alors, on a décidé, dans les aliments, on ciblait l'éthylène, C2H4. On a dit, si on pouvait faire ça avec du méthane, si on pourrait oxydiser, casser le méthane, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, le méthane représente 95% du gaz naturel, ou des biogaz, ou d'autres gaz, hydrocarbone à peu près. La plupart, c'est du méthane, CH4. Alors, on a développé une technologie de plasma pour détruire le méthane. Pas détruire, mais détruire les connexions entre les particules pour sortir de l'hydrogène et pour sortir du carbone élémental, alors c'est elemental carbon. Mais au lieu d'avoir le carbone qui s'échappait en émission, en CO2 ou autres émissions, on avait un produit solide byproduct qu'on peut servir pour diverses applications secondaires de marché. Alors, tu peux fabriquer des câbles, tu peux fabriquer des pneus, tu peux fabriquer des éléments électroniques. Et tu peux augmenter le niveau d'hydrogène dans le gaz pour aller chercher des augmentations d'efficacité et une diminution très importante dans les émissions. Si tu fais 10 à 15% d'hydrogène avec les bons ajustements aux génératrices, tu peux produire une diminution de NOx de 50%. Un autre thème que je veux amener, qui est vraiment là, la bataille sur le réchauffement de terre et les greenhouse gas, si c'est une bataille, je ne suggère pas ça expressément, mais si on veut avoir des débats sur le CO2 interminables, ça c'est, on donne beaucoup d'assistance au status quo. Si on veut discuter les émissions qui causent les maladies humaines et naturelles, ça serait un call to action très important pour le clean tech. Alors, le CO2 est important, ça c'est certain. Mais après une vingtaine d'années dans ces domaines avec l'hydrogène et tout ça, ma conclusion sur ça, c'est que les émissions nocives se passent avec la combustion des carburants et ça rentre dans les communs, dans l'eau, dans l'air, dans le sol. Alors, si on veut éliminer ces coûts aux systèmes médicaux et aux qualités de vie, si on peut cibler à diminuer les émissions, ce qui se passe dans tous les cas, dans toutes ces combustions de matière, tu diminues aussi le CO2. C'est automatique. Quand on fait du combustion, on fait du CO2. Et on fait du NOx, on fait du SO2, et on fait aussi des fois des choses beaucoup plus sévères. Dioxins, freons, des choses qui tuent les animaux. C'est pas question. Alors, je pense que cette approche est un peu différente en disant, si on fait le lien entre les émissions nocives, regulated emissions, et le CO2, on oublie si c'est les humains qui causent le CO2 et si le réchauffement de terre, ça devient à 100 années, à 1000, ça devient trop philosophique et ça devient trop facile à dire « It's not within my time span, it's not going to… How does it affect the next quarter? » On pense à très court terme et on voit le développement technologique. Il y a une courbe, le coût de l'huile et le développement technologique propre, il se trace automatiquement.
When Ronald Reagan took the solar panels off the White House, il y avait une époque d'or pour les économies de carburant parce qu'ils ont commencé à contrôler le prix pour ne pas avoir un prix qui monte tellement haut que ça amène des changements d'habitude dans la société. C'est ça que Ronald Reagan a fait beaucoup de choses importantes et correctes. Je suis pas politique de cette façon comme ça. Je choisis le gris. Je suis technologiste. Je suis écologiste. Je regarde E.O. Wilson, je regarde Hubert Reeves, je regarde les Goldsmith, les personnes qui font le lien entre nos shortcuts et l'état naturel. Alors, ce côté-là, ça touche au commerce et c'est très important la façon qu'on fait nos décisions en commun, sauf qu'on ne fait pas beaucoup de décisions en commun. On veut que la société ait des marchés libres, et c'est sûr que c'est très important, mais tu ne peux pas avoir un marché sans réglementation. Et on a toutes sortes de réglementations, d'air, d'eau, de sol, énergie, production d'énergie surtout. Et la question d'indépendance d'énergie aussi devient la prochaine étape de tout ça. Alors, ce qui s'est passé, on ne va pas au travail maintenant pour servir d'un ordinateur. Il y avait un temps que l'ordinateur était là au travail, tout simplement. Le téléphone était là à la maison ou le travail. Alors, tout ça a changé. Les appareils qu'on sert dans notre vie maintenant sont digitales, sont électroniques. Si on a des pertes d'électricité, des pannes, on ne sait pas quoi faire du tout, on ne fait pas grand-chose. Mais on est tellement dépendant que tu peux aller chercher un panneau solaire que tu peux charger tous vos appareils indépendamment dans ton auto, si tu veux. On ne le fait pas parce que ça ne coûte pas très cher et on ne pense pas. Alors nous, à Infinity, ce qu'on fait, on essaie de revisiter tous les usages d'énergie, surtout ce qui produit beaucoup d'émissions, et d'amener des solutions ou des choses que nous, on développe, on investit, on développe nous-mêmes, ou également des choses sur lesquelles on négocie des licences. Alors, ce qu'on a à nous, c'est une plateforme de contrôle, un logiciel de contrôle central que tu peux amener des sources d'énergie direct current DC. Tous les renouvelables sont DC, pas AC, alternating current versus direct current. And so you need an ondulateur, an inverter, a technology that sits between renewable energy and the user. And so we are involved in that power electronics. Quand on a développé le plasma, qui est devenu Atlantic Hydrogen, ça c'est une des compagnies qu'on a lancées, le cousin technologique du plasma est des power electronics à haute fréquence. Alors on a développé une technologie en parallèle avec le plasma qui était un type d'ondulateur distribué, simple, et économique. Alors, il y a beaucoup d'actions maintenant dans le secteur d'ondulateurs indépendants pour relier des panneaux solaires au grid, pour relier des éoliennes au grid, pour relier des hydroélectriques au grid. Maintenant, je t'amène à 2001. On a lancé une technologie, je travaille avec deux partenaires et on travaille avec l'Université de McGill et on travaille également avec MIT, C.S. Draper Laboratory. À Boston, on faisait de material science et à Montréal, on faisait le développement de power electronics pour du plasma et pour des ondulateurs. Alors, avec cette équipe-là, on a fait beaucoup de développement. On a fait des applications de brevets. On a sorti des white papers. Et on a développé une technologie qui s'appelle Carbon Saver, qui fait partie de la compagnie Atlantic Hydrogen maintenant, qui poursuit cette technologie-là. Et on est derrière eux avec le développement.
C'est un système où tu utilises une décharge électrique dans un hydrocarbone pour séparer la carbone et l'hydrogène, pour avoir un hydrogène partiel. Et avec ça, on peut aller chercher des diminutions des émissions et des augmentations d'efficacité, avec le bénéfice d'avoir un produit, un byproduct que tu peux servir en industrie pour toutes sortes de manufacturation qui comprend le carbone. On a fait beaucoup de travail sur les propriétés de carbone qu'on produisait pour optimiser le surface area, la valeur. Et on a fait beaucoup de travail dans l'électronique pour pouvoir commercialiser ce genre de système. Après ça, moi-même, j'avais passé à peu près 10 ans en hydrogène et je voyais un futur incroyable avec hydrogène comme carrier d'énergie. Mais je voulais être dans un marché present tense. Je voulais mettre des technologies dans l'industrie. Alors j'ai décidé avec mon équipe de développer un système de contrôle pour le grid, on appelle en anglais, l'électricité distribuée, le réseau électrique, pour jumeler des énergies renouvelables et des génératrices à haute efficacité basse en émissions pour pouvoir servir d'énergie locaux moins polluants. Alors, on a lancé une application vers Développement durable Canada, qui est un organisme très important dans le secteur Clean Tech depuis 10 ans, 12 ans. Ils ont investi 1,5 milliard. Et dans le domaine, ça c'est très important comme argent. Et ils ont beaucoup de winners aussi. Ils ont eu des technologies avec beaucoup de succès. Alors, on a gagné notre troisième application, pas les deux premiers. Alors, on a fait un projet avec UQTR, avec l'Institut de recherche d'hydrogène, avec Dr. Shaheen là-bas, notre collègue. Et on a alimenté des génératrices modifiées avec l'hydrogène. Et nous, on a amené la partie qui jumelait ça avec le grid, le Power Electronics, pour convertir les signaux, pour pouvoir servir. Alors, tout ça, c'est en arrière du départ de InInfini. C'est avec des équipes de technologie propres qu'on est arrivé à ce moment où on met les technologies dans l'industrie. On a décidé de vraiment travailler devant le public. On voulait montrer que c'était pratique et qu'il y avait des avantages. Alors on est très chanceux d'avoir une relation avec Evenco, le producteur de plus que 600 spectacles annuellement à Montréal et dans le nord-est en général. Et particulièrement, ils font un festival de musique et culture qui s'appelle Osheaga à Montréal, dans le parc des îles. Et c'est un peu à partir de là qu'on a deviné le nom de la compagnie et le concept, parce que le parc Jean-Drapeau se trouve sur l'île Sainte-Hélène. Et on disait, mais si on peut alimenter juste une île comme ça, avec des énergies propres, après ça, on va faire la prochaine île à côté. Ça, c'est l'île de Montréal. Alors, on avait dit, ce concept d'île infinie, c'est un peu l'idée que les renouvelables sont infinis et que les producteurs indépendants d'énergie pourraient être des îles indépendants et que tu pourrais faire des choses plus spontanément. Par exemple, avec Evenco maintenant, on fait des événements où on amène toute l'énergie, où tu peux maintenant établir ton événement n'importe où. Alors, ça donne une indépendance. Ça, c'est figuratif et artistique un peu, mais c'est sûr que dans le marché, dans la réalité, on regarde les humanitarian relief, on regarde des sites éloignés du réseau électrique, on regarde des places où il n'y a pas de réseau électrique et on rencontre une des étapes très importantes dans la façon qu'on décide d'alimenter la future économie. Je donne un exemple sur un projet qu'on travaille
avec des partenaires depuis 3 ans. C'est un projet dans le Grand Nord de Québec. Ça se trouve à Raglan, où il y a des mines qui consomment énormément d'énergie pour aller profondément aller chercher les minéraux. Et il y a aussi des villages et une société qui est presque toute alimentée maintenant avec le diesel. Alors, ce qu'on propose de faire et ce qui est en train d'être développé maintenant, c'est des parcs éoliennes dans le Grand Nord où il y a un vent incroyable pour convertir cette énergie d'éolienne en hydrogène et pour le stocker d'une façon vraiment innovateur qui évite la nécessité de faire de compression. Il n'est pas nécessaire de comprimer le gaz, ce qui représente 14% du coût énergétique de l'hydrogène. Et pour alimenter les mines et également 2 villages avec ces technologies-là, au lieu d'amener le réseau électrique sur 10 000 km, ce qui est le business as usual. C'est sûr que les réseaux électriques sont nécessaires, importants, mais quand on regarde des distances comme ça et le coût comparatif et l'efficacité comparative, il y a d'autres façons de le faire qui sont beaucoup moins chères et plus efficaces. Alors, ça, c'est un gros thème. On a les tar sands, mais on a aussi le développement de toutes ces ressources en Arctique. Est-ce qu'on peut faire l'énergie sur place? Est-ce qu'on peut exporter de l'énergie à partir de là? Est-ce qu'on peut fabriquer l'hydrogène dans les lieux où il y a beaucoup de vent et d'autres renouvelables? Et la réponse est oui. Le monde ne connaît pas vraiment que dans les années 90, au Québec, avec des partenaires européens, on a dépensé 100 millions de dollars. Dans le temps, c'était beaucoup d'argent pour le projet de technologie d'hydrogène. Et on a, avec ça, avec cet investissement et avec le cible qui a été fait, on a de l'expertise très profonde dans le secteur ici, qui s'implique avec ce créneau, avec ce projet de Grand Nord. Et Ilinfini fait partie de ce consortium et nous, on amène les algorithmes et la logique pour le smart grid, pour relier au grid en commun, et aussi pour des questions de gérer le stockage d'énergie versus la consommation et comment optimiser ça. Alors, ça, c'est notre rôle dans ce projet-là. Mais ça représente des décisions économiques, développement important, global pour la société. Et je pense que le public est capable de comprendre ces choses. C'est sûr qu'on n'est pas préoccupé avec efficacité ici, comme on est dans les places où il y a des coûts très importants électriques. Mais par contre, le peuple et le monde de Québec, je ne peux pas trop, on a beaucoup de marchés qu'on poursuit, mais ce projet, c'est dans le Québec. Québec est une des seules régions qui a gardé that kept its commitments under the WCI, the Western Climate Initiative. Il y a la Californie et le Québec qui sont vraiment les leaders de ce projet-là, ce qui est un effort de contrôler les émissions de nos économies et de commencer à avoir des coûts pour les émissions nocives qui passent dans le commun. Alors, c'est intéressant on peut dire, oh, c'est une place qui a tellement d'hydroélectricité que c'est pas difficile d'être vert dans ce domaine. Mais il y a beaucoup d'autres éléments pour aller plus loin. Tout le monde veut faire des building lead. Ici, au EcoCampus Hubert Reeves, où on se situe maintenant, où Ilinfini est impliqué, on va aller chercher des building lead. Mais lead, c'est pas juste mettre des fils d'extension dans le stationnement. Hein. Il faut faire des choses différemment et il faut accumuler des technologies qui vont plus loin
Et il y en a beaucoup de technologies qui sont capables de faire un impact. Mais souvent, la plupart du temps, ils se trouvent dans les mains des scientifiques. Et nous, on travaille avec eux pour amener leurs idées, leurs propriétés, leurs technologies dans le marché et pour les faire commercialiser avec des ententes où il y a des bénéfices pour tout le monde impliqué. Le clean tech est un secteur quand même différent. Je parle du concept qu'il y a des bénéfices de collaboration, mais on a toujours la peur de concurrence. Et ce qui est différent avec Clean Tech, c'est que si le réseau en commun électrique peut supporter la génération de l'énergie distribuée, tous les fournisseurs d'énergie de direct current, renouvelable, clean tech pourront embarquer. Alors dans ce cas, il y a une collaboration naturelle du monde qui auront peut-être des offres compétitives, mais des bénéfices en commun. Le deuxième élément qui est vraiment un gel pour ce groupe, ce n'est pas du lip service, c'est vraiment le cas qu'il y a du monde qui a décidé d'embarquer dans le secteur pour améliorer les conditions de la planète, des économies, des peuples du monde, pour diminuer les causes de problèmes de santé et de regarder le futur d'une façon où on sert de technologies locales, ressources locales avec technologie pour alimenter nos vies différemment. Et c'est avec l'Infini, je donne l'exemple de Osheaga parce que c'est vraiment quelque chose qui évolue sur le temps. On utilise des technologies existantes, de panneaux solaires, mais on cherche toujours des choses qui sont futuristiques. Et on a commencé il y a 3 ans à travailler avec une compagnie d'éoliennes, de micro-éoliennes, où c'est un appareil de 6 pieds de diamètre. Et pour une petite éolienne de ce genre, la technologie est le producteur d'énergie le plus important qu'on a pu trouver autour du monde, dans les marchés. Alors, on a fait une entente avec eux. Infinity travaille sur le côté Smart Grid, Power Electronics, et la compagnie Wintronics amène vraiment une invention, une innovation importante, technologique. Alors, on amène ça dans des sites permanents et non permanents. Pour les événements, on peut fournir de l'énergie à partir d'éoliennes, à partir de panneaux solaires, mais aussi on amène des génératrices propres on a pu diminuer le montant de carburant utilisé pour l'étage de spectacle par 46% avec une des technologies dans l'offre. Mais on travaille de l'autre côté aussi. On dit, OK, si on a un renouvelable, ça donne moins d'énergie sur une période plus constante ou moins constante. Est-ce qu'on peut servir de technologies qui consomment moins d'énergie en même temps pour qu'on puisse alimenter moins et consommer moins, mais avoir un étage qui est pareil ou supérieur? Alors, le commandite de la scène verte à Osheaga, la compagnie Sennheiser, et eux, ils fabriquent un système qui s'appelle K-Array, qui est un système de son extraordinaire et qui consomme à peu près 45% moins d'énergie électrique. Alors, on a basé, la lumière et le son sont les usages d'énergie les plus importants dans cette application. Alors, en diminuant 45% la consommation d'électricité avec ce genre de système, on a pu alimenter beaucoup plus de cet effort avec des renouvelables. Également, on a amené des technologies LED qui étaient 1/10 à peu près de consommation électrique. Et c'était à peu près au même moment que Radiohead a commencé ils ont basé leur tour sur les LED parce qu'ils pouvaient contrôler la couleur et l'intensité d'une façon artistique très intéressante. Alors, ce n'est pas un sacrifice. Mais on peut aller chercher des systèmes qui fonctionnent très bien et qui on peut alimenter avec de l'énergie locale.
C'est sûr que ce qu'on fait là est figuratif d'un élément, que c'est éphémère, ça ne dure pas longtemps, mais les 3 jours, 100 millions 100 000 personnes qui vont venir, ils voient ça, ils apprécient ça, ils voient qu'on va charger des véhicules électriques à partir des panneaux solaires qui se trouvent sur un, un étage ou un régie de son. Et la réaction du public est très surprenante et très forte. Et on veut continuer à gagner du support pour avoir de l'aide à passer notre message dans le secteur industriel où on essaie de vendre des systèmes qui sont différents. Je reviens au système d'hydrogène comme l'exemple, que c'est loin de Osheaga, mais on trouve que beaucoup de monde veulent raconter leur histoire énergétique maintenant et on fait des ententes avec eux, avec les technologies qui peuvent être intégrées dans notre réseau de contrôle distribué. Et comme il y a une vitrine de marché, une vitrine technologique comme ça mène la possibilité de mettre, quand la rentabilité est là pour ces produits, ils vont très rapidement dans le marché. Je donne l'exemple de notre système de recouvrement d'énergie. Et ça, c'est la compagnie Île Infinie, on appelle ça vent infini. Alors, c'est vraiment, on prend l'éolienne qui normalement est dehors, qui marche sur le vent, et on le met dans la plaine horizontale et on l'intègre avec les systèmes de ventilation d'édifices. Ce qui va être intégré dans certains des édifices de l'EcoCampus qui vont être battus. Ce qui on travaille pour mettre dans les mines où il y a beaucoup de mouvements d'air. Mais le système HVAC, climatisation, chauffage, il y a mouvement d'air disponible. Et l'innovation de ce genre de recouvrement d'énergie, c'est qu'il y a un pressure drop qui est moins de 0,5%. Presque éliminé le pressure drop. Avec ça, ça veut dire que tu peux récolter le mouvement d'air en permanence si la ventilation fonctionne. Alors, tout d'un coup, c'est un offre clean tech qui a une rentabilité rapide dans un marché important. Alors ça, pour nous, on est entrepreneur, on veut faire des ventes, on veut faire des installations, on veut faire toutes sortes d'autres choses aussi, mais le but est lucratif. Alors on veut que le marché réveille à ces possibilités et on apprécie l'opportunité de raconter un peu de ça avec vous autres. Merci.